ce thème porteur, de la présence et le nombre de l'auditoire le montre sur l'hypnose. Et on va accueillir donc deux médecins, le docteur Barmaki, qui est chef de service dans soins palliatifs et douleurs sur la clinique Trarieux, et le docteur Edwige Régal, aussi médecin anesthésiste et en charge de la douleur chronique et spécialiste de l'hypnothérapie. Donc on va commencer par la première conférence, on enchaînera peut-être les deux conférences pour laisser une grande place ensuite à vos questions et faire un échange avec les orateurs. Donc je précisais juste que le docteur Barmaki fera à la suite des deux présentations une séance d'hypnose un petit peu flash pour ceux qui veulent tester cette technique. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors ça continue d'arriver, je ne sais pas où est-ce qu'on va faire, comment on va faire à un moment donné, mais c'est rare de voir la médiathèque aussi bien remplie, tant mieux. Le sujet est visiblement très porteur. Alors, pour pouvoir parler d'hypnose, on s'est rendu compte au fur et à mesure de la répétition de l'exercice qu'il n'était pas inutile de parler un tout petit peu d'histoire. Parce que contrairement à l'idée reçue, l'hypnose n'est pas née au Canada il y a 10 ans. Et qu'il ne faut pas forcément avoir un accent canadien pour pouvoir faire des séances d'hypnose. Voilà. J'aimerais éventuellement juste vous... Alors ça va être, comme le titre l'indique, un bref survol de l'histoire. Ça veut dire que l'on pourrait parler de ce sujet-là pendant de très longues heures. J'ai toujours peur du Larsen quand je m'en rapproche, ça va. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être vraiment un survol très rapide, et on va essayer de brosser ensemble un tout petit peu l'évolution de l'hypnose depuis très longtemps jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va commencer déjà par les idées reçues. La première, on l'a balayée, il ne faut pas absolument avoir des origines canadiennes. Comme vous voyez, j'ai essayé d'éviter l'accent canadien. Mais la deuxième idée préconçue, souvent, c'est ça. Je ne parle jamais d'hypnose où que je sois sans que l'on puisse éventuellement à un moment donné me parler du Serpent-Cas, du livre de la jungle et de « Ayez confiance ». Ce qui risque de se passer en troisième partie comme démonstration ne ressemblera en rien ni à un numéro de musical, ni à le livre de la jungle. Ça, c'est la deuxième idée reçue. Tout à l'heure, je sais qu'il y aura forcément 50% d'appréhension de la part des gens qui sont présents aujourd'hui, éventuellement de participer à une séance d'hypnose. Parce que la peur, c'est est-ce que je vais perdre mon contrôle? Est-ce que je vais faire des choses bêtes, stupides? En aucun cas, encore une fois, le but n'est pas de faire de l'amusement public, c'est de vous montrer l'aspect thérapeutique des choses. Parce qu'effectivement, grâce à l'hypnose, on peut faire des choses extrêmement surprenantes. Et je suis encore surpris, 15 ans après mon diplôme, je suis toujours surpris des capacités de cette méthode à pouvoir éventuellement faire évoluer les symptômes et les pathologies. Ça, c'est l'idée reçue numéro 2. Ça veut dire qu'il y a une sorte de dépendance, il y a une sorte de relation de dominé à dominant dans l'hypnose. En fait, pas du tout. C'est une relation d'égal à égal, c'est une relation très particulière entre deux personnes, et il n'y a pas cette notion de la position des mains, le regard perçant, regardez mes yeux, vous allez tomber, c'est pas ça. C'est beaucoup plus soft que ça. Même si ce que vous allez voir tout à l'heure relève d'une méthode un peu rapide, mais c'est pour vous montrer les capacités, mais il n'y a pas une méthode, il y en a autant que de praticiens probablement. Quand j'ai commencé à faire de l'hypnose au CHU, au Centre Hospitalier Lyon-Sud, on m'a envoyé cette photo en disant que c'était un peu leur perception, c'était un praticien qui m'avait envoyé ça, en disant voilà la perception que j'ai de l'hypnose, est-ce que ça va pouvoir coller? Alors je vous rassure, on n'est plus habillé comme ça dans les CHU depuis un petit moment. Et puis, mis à part un peu la barbe, mais qui est plus courte, et j'espère que je n'ai pas cet air inquiétant quand je fais de l'hypnose à mes patients, mais en tout cas, voilà un tout petit peu l'imaginaire populaire, pourtant c'est extrait d'une bibliothèque d'images médicales. Ce n'est pas l'image, j'espère, que l'on garde dans la mémoire des patients quand on leur fait de l'hypnose, avec cette relation un peu oppressante, on va dire. Alors, quand on parle d'hypnose, on parle de transe hypnotique. Alors déjà encore des mots qui font peur, la transe. Alors, j'ai volontairement choisi ces deux photos pour vous montrer aussi que la transe, c'est un mot qui fait peur, mais c'est juste un état de conscience particulier. Ce n'est pas un gros mot qui fait peur. Vous savez, il faut faire très attention quand on parle aux patients, quand on parle de transe, quand on parle de morphine, quand on parle de tumeur.
C'est quand on parle de morphine à un patient, il imagine que c'est le produit que l'on met pour mourir plus doucement, la morphine. Alors étymologiquement, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. La transe, on a juste l'imagination, dans l'imagination automatiquement, l'image de quelqu'un de possédé. Alors c'est pas ça du tout. Quand on parle à quelqu'un qui a une tumeur, elle a beau être bénigne, dans l'imaginaire collectif, c'est tumeur. C'est quelque chose de grave. Donc il faut faire très attention avec les mots, parce que les mots, surtout en état inconscient, s'imprègnent profondément. Donc c'est très important. Ce dont on va parler aujourd'hui, et ce dont on va brosser le profil, n'est pas du tout les transes d'ordre mystique. Alors, on va un tout petit peu déblayer le terrain. Voilà 4 photos qui montrent effectivement des transes très puissantes, qui peuvent être éventuellement apparentées à de l'hypnose, mais ce n'est pas de l'hypnose à proprement parler. Ce sont des transes mystiques. Dans la première photo en haut, vous reconnaissez une séance de vaudou, photo prise à Haïti. Alors là, il y a de l'hypnose, il y a de la transe, mais il y a aussi c'est un tout petit peu aidé par de la pharmacologie naturelle. Le but étant naturel. On s'est compris. Le but étant éventuellement de faire rentrer des patients, j'allais dire, des personnes qui sont prédisposées dans un état de transe pour pouvoir communiquer avec les dieux. Pour ceux qui connaissent bien un peu la culture haïtienne, pour pouvoir communiquer avec le baron Sandy au décours d'une séance d'hypnose. Voilà. Je vous laisse découvrir ça parce que c'est passionnant, je pourrais en parler pendant des heures. Juste à côté, vous avez une photo que j'ai prise en Indonésie, à Bali, où vous avez des balinés qui se mettent en état de transe avant de traverser les flammes, avant de faire plier des sabres sur leur gorge, avant de faire... et sans se mettre en état d'hypnose, ils pourraient se blesser gravement. En état d'hypnose, ils arrivent à ne pas se faire mal. Et c'est très surprenant. En dessous, vous avez les derviches tourneurs, très célèbres en Turquie. Le but de la manœuvre, on pourrait parler de ça, on pourrait aussi parler des gnawa au Maroc, on pourrait parler de... Ils se mettent à travers un rythme et visuel, pour ceux qui regardent, pour ceux qui le vivent, et surtout au son de la musique, de tourner jusqu'à atteindre une transe qui est mystique aussi. C'est un des exercices qui est aussi préconisé dans le soufisme, mais là aussi on pourrait en parler pendant des heures. Ça, c'est vraiment très méditatif. À côté, une image un peu spectaculaire, ça se passe en Iran, c'est une procession qui s'appelle Ashura. Cette procession, c'est une procession religieuse. Alors, on est dans le chiisme musulman très observant, on va dire ça comme ça. On fait des processions dans la rue et on commémore le martyre d'un des saints patrons du chiisme en s'infligeant les blessures qu'il a subies lui-même durant une célèbre bataille. Et donc, les gens entrent collectivement dans une forme de transe absolument effrayante. Et il y a des fois des blessures assez graves parce que les gens sont entraînés dans un niveau d'exaltation, c'est le mot qui est approprié, dans une sorte d'exaltation mystique, en état de transe, à parfois s'infliger des blessures très très graves. Généralement, les voitures du Croissant Rouge et du SAMU ne sont jamais bien loin. On pourrait parler de ça pendant des heures, parce qu'il n'y a pas que les trans mystiques. Pour les amateurs de foot, je vous assure que vous installez, non plus à Gerland maintenant, mais à mes yeux, dans un stade de foot, quand les gens sont en transe, on dirait que c'est une arène de gladiateurs. Les gens se répondent, les gens sont en transe collective. Et souvent c'est en transe que les problèmes arrivent. Parce qu'il y a un mouvement collectif qui fait que c'est des transes collectives très puissantes. Et les gens peuvent être emportés dans un élan de groupe. Et souvent on fait des bêtises en groupe qu'on ne ferait pas tout seul. D'autres photos. Là je vois que... C'est des photos intéressantes parce que la pratique des trans hypnotiques n'est pas forcément quelque chose de religieux, mais ça peut être aussi pour des démonstrations, pour des pratiques particulières. Alors pour nous, ça peut paraître barbare, parce que finalement, quel est l'intérêt de se faire pendre par la peau du dos? Quel est l'intérêt de pendre des poids sur sa peau? Quel est l'intérêt de marcher sur des braises? Et par contre, cette photo, là, on ne marchait pas rapidement, parce que les physiciens pourront vous dire, si on marche rapidement sur de la braise, normalement,
physiquement on ne devrait pas pouvoir se brûler parce que la cendre protège, 3 points de suspension. Là, la marche, elle est très très lente. Et effectivement, au bout de la marche sur les braises, il n'y a rien. Et puis vous voyez effectivement la capacité de pouvoir se traverser la joue de part en part avec une anesthésie quasi complète et une absence presque complète de saignement. Et je pense que là aussi, en numéro de musical, vous avez probablement pu voir quelques images qui sont de cet ordre-là. Bon, ça peut vous paraître barbare, totalement inutile, mais effectivement, ce que pour eux, éventuellement ce qui nous pourrait paraître barbare en pratiquant des choses douloureuses, eux, quand ils nous regardent à nous, Européens, en train de faire des choses, parfois, peuvent leur paraître barbares. Par exemple, les dames vont comprendre très très vite, il paraît que, par exemple, en France, il y a des personnes qui payent pour faire un geste très très douloureux, qui nécessiterait éventuellement de l'hypnose, pour pouvoir... Alors, il y en a qui ça fait absolument pareil, je suis désolé, ça me rappelle des mauvais souvenirs. C'est pour vous dire que, oui, on peut se mettre en conditionnement particulier pour pouvoir supporter un niveau de douleur. Alors tout ça n'est pas né d'hier, tout ça n'est pas né de ce siècle, tout ça est beaucoup plus postérieur. Et j'aimerais éventuellement que l'on puisse un tout petit peu faire, comme on l'a dit, un bref survol, parce qu'on pourrait passer encore des heures. Les Sumériens, moins 4000 ans, les premières traces de l'écriture sumérienne montrent déjà qu'il y avait une forme d'hypnose qui était déjà très thérapeutique. Et elle était très ciblée sur la douleur, sur les symptômes difficiles, et surtout sur les angoisses, sur les phobies. Déjà les Sumériens, 4000 ans avant. Bon, dans la description de beaucoup de traditions chamaniques, on a retrouvé des traces d'hypnose qui sont vraiment très très pointues, très, très précises. Et les chamans se mettaient eux-mêmes dans des états d'hypnose, d'auto-hypnose, pour pouvoir aussi communiquer avec les dieux, et ça avait aussi des vertus thérapeutiques. On trouve déjà la notion d'hypnose thérapeutique, de cette fameuse, et j'emprunte l'expression à Jean-Marc Benayem, de cette hypnose qui soigne. C'est pas l'hypnose qui amuse. Alors les Égyptiens, eux, ils ont laissé des traces beaucoup plus concrètes, dont une phrase qui est tirée d'une traduction pose ta main sur la douleur et dit que la douleur s'en aille. Alors j'ai pas pu mettre toute la phrase, et la douleur partira. On est déjà à moins 3000 et on a déjà une image assez précise du traitement de la douleur par l'hypnose. Les Chinois, ils ont aussi laissé aux alentours de moins 2000, moins 1000, ils ont aussi laissé des traces de médecine chinoise déjà qui s'apparentent très fortement à de l'hypnose avec des pratiques qui sont très précises. Là aussi, pour chaque point, on pourrait passer des heures. Il y a une conférence probablement pour chaque tiré. Les Grecs aussi. Alors, on va aller très très vite sur le biohypnose, sur le sanctuaire, sur la médecine par les songes. Il y a beaucoup de choses très très... Alors là, on commence à avoir des écrits très, très fournis. Et puis on arrive jusqu'à Avicenne, là on est dans la médecine arabe, et vous avez effectivement des écrits et des traces des premières tentatives d'hypnose opératoire. En tout cas préopératoire. Très 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 intéressant. Le mot hypnose en tant que tel va apparaître pour la première fois en 1819. Donc finalement, entre la pratique de l'hypnose et l'apparition d'un mot formel le désignant, c'est Mesmer. Non pas le Canadien, on est bien d'accord, le vrai Mesmer. En fait, le Canadien, il a juste emprunté le nom, il a changé d'orthographe, je vais vous montrer. On n'appelait pas ça hypnose tout à fait, on l'appelait le magnétisme animal. Donc il y a des choses très très intéressantes chez Mesmer. On va y revenir dans 2 secondes. James Webb, 1840. Lui, c'était un chirurgien, comme l'indique la gravure sur la gauche. C'était un des premiers chirurgiens anglais à bien vouloir mettre l'hypnose, entre guillemets, en préparation d'une chirurgie. Effectivement, les moyens anesthésiques de l'époque étaient, je parle sous votre contrôle, étaient quand même un peu rudimentaires. Et donc, effectivement, on arrive
a trouvé les premières lithographies, les premières traces dessinées de l'hypnose. Alors là, il fait une hypnose focalisée sur le bout de la craie. Et c'était assez révolutionnaire pour l'époque. On en revient un tout petit peu à Franz Anton Mesmer. Alors, il mérite un tout petit peu qu'on s'arrête un tout petit peu dessus. Et lui, c'est ce qu'on appelle c'était le courant des fluidistes magnétistes. Alors effectivement, il imaginait que le magnétisme, en tout cas que l'hypnose, pourrait être obtenue par une forme de fluide que l'on pourrait faire traverser à travers la personne. Mesmer était un médecin autrichien, il a vécu aussi à Paris, et il a laissé pour la postérité, une grande littérature très fournie sur le magnétisme animal, et en deux, il a laissé quelque chose d'assez spectaculaire dont il existe une réplique dans 2 endroits à Lyon, le musée de l'histoire à Rockefeller et le musée Guimet, qui a un tout petit peu changé, mais à l'époque il y était. C'est le fameux baquet de Mesmer. Alors, je ne sais pas si vous avez une connaissance de ce baquet ou pas. Ça se manifeste, c'était une sorte de grande bac qui était munie de poignées métalliques. Les gens s'installaient autour. Et puis Mesmer faisait ce qu'on appelle une passe magnétique, et la passe magnétique traversait l'ensemble des gens autour, et les gens rentraient automatiquement en transe immédiatement. Alors, il était de bon ton d'avoir un baquet de Mesmer chez soi à l'époque, ça faisait, socialement c'était très bien. Et puis on peut, avec le recul, imaginer que effectivement une passe magnétique à travers laquelle tout le monde autour rentre dans un niveau de transe, ça pouvait aussi s'apparenter parfois à des formes un peu hystériques, des formes d'hystérie un peu. Mais les gens, c'était de bon ton de pouvoir réagir, on était bien accueillis dans la grande société, donc en tout cas les gens faisaient des soirées entières avec un baquet de Mesmer autour, c'était la curiosité du moment. Puis c'était un peu perdu. Et on voit effectivement comment sur la gravure de droite, il suffisait de prendre la manette et le fluide passait, les gens rentraient en transe. Alors voilà une photo de celui qui est à Lyon, il est juste magnifique, hein, c'est un bel objet d'art. Maintenant, je ne suis pas sûr que je pourrais, ou que quelqu'un pourrait éventuellement l'utiliser dans cette indication fluidiste. Hippolyte Bernheim, un des grands noms aussi de l'hypnose, alors c'était un professeur de médecine à Nancy. Il a laissé lui aussi derrière une littérature très importante parce qu'il a essayé de mettre un tout petit peu l'hypnose à toutes les sauces, entre guillemets, en essayant de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas l'intégrer d'une manière systématique dans la prise en charge des patients. Ça a eu son succès, puis ça un tout petit peu, ça fait partie des courants qu'il y a eu à l'époque. Alors, il y avait différents courants qui s'opposaient, on va en parler un tout petit peu. Ça a été vite abandonné, et puis il y a eu d'autres courants qui ont été dominants, puis à un moment donné, ça s'est un tout petit peu reperdu. On arrive à Charcot. Charcot a laissé son nom, grand neurologue devant l'éternel. Il a laissé son nom à une maladie malheureusement très ravageuse, la maladie de Charcot, la SLA. Là, on le voit dans la lithographie qui a immortalisé la scène où, de mémoire, elle s'appelle Blanche, sa patiente Blanche, est dans un état paralytique, et il lui fait une séance d'hypnose devant ses élèves à la Salpêtrière. En parenthèse, le diplôme universitaire d'hypnose qui avait la plus grande ancienneté en France, donc à Paris, par le docteur Benayem, se passait dans l'amphithéâtre Charcot à la Salpêtrière. Le clin d'œil était fort. Et on voit dans cette lithographie, alors dans cette lithographie on ne la voit pas très très bien, mais la dame effectivement, après la séance d'hypnose, remarche. Et lui il dit, c'est une très bonne solution pour l'hystérie. Et c'est réduire un petit peu le champ des possibles pour cette option. Là j'ai trouvé une autre lithographie, c'est la même mais en couleur, simplement pour vous dire que dans cette salle, il y avait des gens célèbres. Il y a certainement beaucoup de confrères médecins, des infirmières et des soignants dans la salle. Juste derrière, Blanche, il y a un homme qui la tient, c'est l'étudiant de Charcot, c'est Babinski. Juste devant, en première ligne, ici, ce monsieur-là, c'est Gilles de la Tourette. Il y a des grands noms quand même. Et juste ici, là derrière, il y a un jeune homme qui est très attentif au cours de Charcot, chose qui l'intéresse énormément, et il se dit, tiens, je pourrais peut-être en faire quelque chose. C'est un jeune étudiant qui s'appelle Sigmund Freud. Voilà.
Je vous évite tous les autres neurologues qui ont laissé leur nom à des syndromes compliqués, mais il y en a effectivement parmi les étudiants de Charcot derrière, des gens qui, voilà, beaucoup de noms qui sont restés célèbres. Donc en tout cas, Charcot a été, lui, la caution, entre guillemets, qui a fait que ça a commencé à être reconnu. Mais ça a été rapidement confiné dans une indication très particulière. Voilà, on rentre forcément, quand on a des méthodes nouvelles, on rentre dans des polémiques. Alors là, vous avez l'école de la Salpêtrière, donc Charcot, qui dit « Un individu hypnotisable est souvent un hystérique, soit actuel, soit en puissance, en tout cas toujours un névropathe, c'est les termes un peu physiopathologiques de l'époque, c'est-à-dire un sujet à antécédent nerveux héréditaire susceptible d'être développé fréquemment dans le sens de l'hystérie par des manœuvres de l'hypnotisation. » Bernheim, lui, à Nancy, il rétorque, il dit on peut tout aussi bien, si on le désire, provoquer artificiellement les manifestations chez des sujets non hystériques, et je pense que c'est plutôt Bernheim qui avait raison, ou bien encore provoquer chez les hystériques des manifestations tout à fait différentes. Bernheim donc démontre que l'amnésie post-hypnotique peut être facilement levée. Parce que finalement, il y a aussi une grande idée reçue, c'est que finalement on se rappelle de rien. Au contraire, on a tout intérêt à ce que les gens se rappellent de tout et soient conscients de ce qui leur arrive au moment où on leur fait une séance d'hypnose, sinon ça n'a pas d'intérêt. Comment voulez-vous que l'ancrage se fasse et que la connexion entre le conscient et l'inconscient puisse se faire correctement? Mais ça, vous aurez les détails du mécanisme dans quelques minutes. Alors les partisans de Charcot, eux, ils soulignent que Bernheim, en expliquant l'hypnose par la suggestion, n'a finalement rien expliqué du phénomène exact. Alors donc du coup, c'était une bataille d'experts pour faire. Et les gens se disaient, est-ce que c'est uniquement réservé à une indication purement hystériforme, ou est-ce que c'est effectivement, on peut la mettre un peu à toutes les sauces? L'histoire nous a montré que finalement, ce n'était pas du tout réservé uniquement à l'hystérie. Derrière, tous les psychanalystes, tous les psychologues ont commencé à écrire et à laisser des traces assez intéressantes, parce que du coup, on se rend compte que vous avez, qu'on est passé au livre de Roussillon, qui parle du baquet de Mesmer au baquet de Freud. Alors, comme le temps commence à courir, je suis très bavard, je vais essayer d'aller un peu vite. Mais vous avez effectivement une filiation, une continuité. Freud a rapidement abandonné l'hypnose, mais il en parle souvent dans ses écrits. Alors après, on a des méthodes qui sont pas forcément de l'hypnose, mais finalement, quand on réfléchit bien, c'est de l'hypnose. En tout cas, elles n'ont pas été présentées comme telles. La fameuse méthode Coué. Alors, je vous présente Émile Coué de la Châtaignerie, plus connu sous le nom de Émile Coué, donc la fameuse méthode Coué. Je vais bien, tout va bien. Immortalisé par Danny Boone. Je vais bien, tout va bien, ça veut dire qu'en gros, sa méthode se fonde sur un grand principe qui est d'ordre hypnotique. Toute idée, bonne ou mauvaise, que l'on se met dans la tête, devient une réalité dans le domaine des possibles. Et là, on reconnaît déjà les prémices de quelque chose sur lequel va être construite toute la théorie ericksonienne. Je vais aller très très vite sur cette diapo. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, début du siècle, on va commencer à faire de la recherche. Alors ça se passe alors il n'y avait pas les lois de bioéthique, donc, on pouvait faire un tout petit peu de la recherche comme on pouvait. Vous avez cette fameuse gravure, enfin en tout cas ces fameuses premières photos. Ça se passe à Budapest, c'est fait sous l'égide du ministère de la Santé mentale et de la pathologie. On n'a pas vu ça dans le gouvernement, Le ministère de la Santé mentale, on a dit, est-ce que l'hypnose pourrait éventuellement être intéressante? Donc on a voulu pousser le phénomène hypnotique jusqu'au bout pour savoir jusqu'où on pouvait éventuellement pousser. Est-ce que la suggestion peut être... quelles sont les limites de la suggestion possible? Et là, vous voyez, on demande à quelqu'un une attitude de prière en imaginant qu'elle est une religieuse, elle le fait. On lui donne un petit bout de bois en lui disant « Suicidez-vous, c'est un couteau », elle essaie de se poignarder avec un bout de bois. Oui, c'est totalement impensable aujourd'hui. Prestation de serment, et ce qu'on appelle à la fin l'induction au diapason. Ça veut dire que le moindre son du la vous fait induire immédiatement dans une sorte de sommeil profond, et ça marche. Donc ça a été les premières explorations du domaine des possibles, de jusqu'où et quelles sont les indications, en tout cas les inductions possibles pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Et on arrive vers Erickson. Ça veut dire que le survol, là, on ne l'a pas fait doucement, on l'a fait
un Mac 3, on est bien d'accord. Alors Erickson, s'il y a encore besoin de le présenter, c'est un tout petit peu le père de l'hypnose moderne. Alors il y a une littérature supra-abondante, je ne vais pas vous présenter Erickson parce que là aussi il y a une conférence à part qui se prépare. Mais Erickson a laissé effectivement les lettres de noblesse à une technique d'hypnose qui est très créative, qui est très créatrice. Et effectivement, il suffirait d'aller sur YouTube, il suffirait d'aller sur les banques de données pour voir un tout petit peu, ou lire la littérature très abondante qu'il a laissée, sachant que lui-même en a bénéficié à la fin de sa vie, puisqu'il était atteint d'une poliomyélite, et que cette polio lui générait des douleurs très très importantes. Et je vais aller très très vite. Comme cette diapo ne le montre pas, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est un état de conscience, disait Erickson, dans lequel vous vous présentez à votre sujet avec une communication et une compréhension des idées, afin de lui permettre d'utiliser cette compréhension et ces idées à l'intérieur de son propre répertoire d'apprentissage. En gros, vous accédez à la zone où il peut éventuellement entendre. Si aujourd'hui je dis à quelqu'un douloureux qui vient me voir, voilà monsieur, vous n'allez plus avoir mal à partir de maintenant. S'il n'est pas endormi, il va me regarder avec un petit sourire en disant il est gentil le docteur. Mais si je m'adresse à son inconscient, alors qu'il est en état de transe, c'est là où il est capable de pouvoir l'entendre, parce qu'il est capable de pouvoir décortiquer la raison pour laquelle, qui n'est pas compréhensible par son conscient, son inconscient va déterrer le fameux cadavre dans le placard. Et on continue. Léon Chertok, des grands noms. François Roustan, qui vient de nous quitter il y a un an. Un monument de l'hypnose moderne, psychologue parisien. Laurence Cuby, plein de noms intéressants. Et puis, là, la recherche ne s'est pas arrêtée. Là, les chercheurs se sont intéressés de près. Et il y a un laboratoire de recherche à Lyon qui est dirigé par le docteur Luis Garcia Larrea, qui s'intéresse beaucoup à ces manifestations. Là, par exemple, c'est une... Alors là, du coup, c'est canadien, désolé, on y retourne. C'est Pierre Rainville qui a publié dans Science, et ce n'est pas rien, les premières explorations avec le niveau de preuve suffisant pour montrer effectivement que dans le cerveau, il y a des zones particulières qui s'allument quand on est dans l'état hypnotique qui permettent de pouvoir prévenir la douleur. Alors, il avait utilisé une méthode un peu particulière, il avait mis une sonde à ballonner dans l'œsophage, en tout cas dans l'estomac, il l'avait gonflé. Ça provoque une douleur, et on a imaginé de faire une IRM fonctionnelle avec et sans hypnose. Et là, on voyait qu'effectivement, en état d'hypnose, il a prouvé, avec un niveau de preuve très suffisamment pour être publié dans Science, de montrer effectivement qu'il y a des zones particulières qui sont les zones amygdaliennes, les zones singulaires et les zones singulaires amygdaliennes et singulière, amygdalienne, et la troisième, qui vont effectivement... Non, ça va arriver. Singulière amygdalienne, en tout cas, surtout cette singulière qui s'allume, et effectivement... Et le singulaire préfrontal. Et donc, effectivement, vous avez ces trois zones qui s'allument. Donc, c'était le premier niveau de preuve. Et puis, l'imagerie fonctionnelle a commencé à devenir de plus en plus performante, et là, aujourd'hui, on a des imageries en 3D qui peuvent montrer effectivement l'efficacité de l'hypnose, singulaire, insulaire et amygdalienne, voilà, c'est revenu. Donc effectivement, vous avez aujourd'hui des imageries et des niveaux de preuve qui sont très suffisants pour montrer que oui, ce n'est pas juste quelque chose qui se passe d'une manière hystériforme, c'est quelque chose qui se passe vraiment dans le cerveau avec des niveaux de détails assez intéressants. Même beaucoup d'études aussi sur le Lancet qui effectivement montrent que faire une imagerie... j'ai dû toucher quelque chose tout à l'heure, et les résultats, ça ne se voit pas. En tout cas, des manœuvres de radiologie qui peuvent être douloureuses, certaines ponctions. On avait fait effectivement, il y a une chef de service de radiologie qui avait fait une étude absolument gigantesque sur 2 bras, des patients qui avaient eu de l'hypnose, des patients qui n'avaient pas, et le niveau de confort était incomparable. Les indications, je vais passer largement dessus parce que ça va être évoqué, c'est très 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 vaste. Finalement, quand est-ce qu'on dégaine l'hypnose? C'est... Alors ça, je suis passé un jour, j'ai bégayé ça devant une boutique au BAD, donc c'était la leçon numéro 6. Mais j'ai trouvé que c'était particulièrement parlant. Bon, après j'ai fait ma revue de la littérature. La leçon numéro 6, c'était Vanessa Dolby. C'est pas grave, ça c'est un détail. C'est pour dire que je maîtrise mon sujet. S'il résiste, pratiquez l'hypnose. C'est un excellent résumé. Quand les méthodes classiques ne marchent pas, l'hypnose devient une méthode intéressante, et c'est probablement un des messages que je vais vous laisser aujourd'hui.
Les anesthésistes se posent toujours la question, parce que ce sont eux. Et si ça ne marche pas, ben, je suis en présence de 2 anesthésistes, ben, si ça ne marche pas, eh ben, il y a la méthode classique. J'espère que tout à l'heure vous serez sensible à l'induction que j'essaierai de... On essaiera, si, pour des volontaires uniquement, on essaiera de vous montrer un tout petit peu à quoi ressemble la transe hypnotique. En tout cas, chacun a son niveau de transe. Il y a des gens qui seront visuels, il y a des gens qui seront auditifs, il y a des gens qui seront kinétiques. On essaiera de faire un petit mix des 3. Chacun d'entre nous aura son induction à laquelle il sera sensible. Moi, j'ai trouvé la mienne. C'est la forme de la bouteille, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mario de cette excellente présentation et de nous avoir montré comment l'hypnose a traversé les siècles et même plus les millénaires, comme vous avez pu le voir. Et Edwige Rigal va nous parler plutôt aujourd'hui des indications, enfin maintenant des indications dans la douleur et en anesthésie, et puis on laissera place à toutes les questions. Donc ça c'est juste une petite diapo de présentation. Une partie de mon activité se déploie dans l'anesthésie au bloc opératoire. Et comme disait Mario, la définition de l'hypnose, pour faire simple, c'est un état modifié de conscience. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, pour ceux qui ne commencent pas déjà à dormir un petit peu, on est en train de discuter, on écoute, on répond, on raisonne, on calcule, on essaie de mémoriser les choses. On est dans un état de conscience critique. C'est-à-dire que l'état de conscience critique, c'est celui qui permet de critiquer et de prendre du recul par rapport aux événements. L'hypnose est un processus naturel que les enfants, les animaux font tout à fait spontanément, les adultes aussi, mais peut-être un petit peu moins facilement. Et quand je vois les patients avec qui je dois faire de l'hypnose pour les gestes opératoires, je leur explique que en fait c'est un état de concentration qui va leur permettre, en se concentrant de façon très fine et très attentive, de s'extraire de la réalité de l'intervention pour aller se promener dans son imaginaire. Ça c'est le plan, donc je vais essayer de suivre le plan, les signes cliniques, les caractéristiques principales, comparer la conscience critique, comme on vient de dire, la conscience de tous les jours habituelle, et l'hypnose. Comment on induit une hypnose et pour venir aux indications thérapeutiques. Alors les signes cliniques de l'hypnose, c'est ce que voit le thérapeute quand son patient est dans l'état d'hypnose. Et en fait, il n'y a pas de petite lumière qui s'allume pour dire je suis dans l'hypnose. Et en fait, on ne sait jamais vraiment à 100% si le patient est dans l'hypnose. On peut quand même observer certains signes. Avec l'habitude, on commence un petit peu à avoir une idée assez fine de là où se trouve le patient. Souvent, ça peut ressembler à du sommeil parce que le patient s'immobilise, son regard se fige. Et comme disait Mario, c'est comme ça qu'au départ, il y avait une confusion il y a très longtemps. On disait que l'hypnose, c'était comme une sorte de sommeil. Et en fait, c'est pas du tout du sommeil. On a vu ça avec l'apparition des électroencéphalogrammes dans les années 1950, où on s'est rendu compte que le tracé électroencéphalographique était un tracé de veille et que, contrairement à l'apparence du patient qui ne bougeait plus, qui avait l'air de dormir, son cerveau était vraiment dans une phase très active. Et il peut aussi y avoir des hypnoses qui se font avec chez les patients qui bougent, comme les enfants, qui sont très, très mobiles quand ils font de l'hypnose, et aussi quand on fait du sport, ou quand on court, ou fait du vélo, on a notre esprit qui part ailleurs, et c'est une certaine forme d'hypnose aussi. Alors, qu'est-ce que le patient ressent quand il est dans son état d'hypnose? Eh bien, il se rend compte qu'il est dans un état différent,
et que les images défilent sans qu'il cherche à les contrôler. C'est comme ça. En fait, on pourrait expliquer plein de choses sur ce que ressent le patient et c'est tout à fait variable en fonction des personnes et aussi chez la même personne, en fonction des moments, du contexte et des personnes qui sont autour de lui. Et donc, j'ai trouvé une façon imagée d'expliquer ça grâce à un patient qui m'a envoyé ça mardi soir. J'ai reçu son message. C'est un patient qui avait eu une intervention de QI-thérapie de prostate avec de l'hypnose. Et les QI-thérapies de prostate sont des interventions douloureuses qui sont habituellement, qui nécessitent une anesthésie générale, une rachianesthésie. Et donc avec l'hypnose, on réussit à avoir des niveaux suffisants d'analgésie et d'immobilité qui permettent aux radiothérapeutes d'aller insérer de longues aiguilles pour mettre les petits grains de radiothérapie qui vont aller soigner le patient. Et donc ce patient m'envoie donc ce message il y a 2 jours que je vais vous livrer. Cher docteur Rigal, encore merci pour cette expérience que vous m'avez fait vivre. J'ai découvert un monde surprenant. Pour un esprit cartésien comme le mien, c'est assez déstabilisant. On voudrait bien pouvoir expliquer et décrire précisément l'événement, tandis qu'on ne le peut. Je suis troublée par le fait d'avoir eu l'impression d'accéder à une dimension de mon esprit qui m'était totalement inconnue et qui n'était pas le rêve. Comme s'il suffisait de savoir emprunter une sorte d'escalier mental pour descendre au fond de soi-même. Et il répète, c'est très déstabilisant. Et je trouvais que c'était une façon très, très fine d'expliquer les choses. C'est un monsieur, il est poète en fait. Il est maire de sa commune, c'est un monsieur très actif. Et il aime faire des randonnées en montagne et il était parti dans son imaginaire, dans un espace que je pensais qui ressemblait un petit peu à cette photo. L'hypnose est caractérisée par beaucoup de particularités et je vais essayer de vous brosser un petit peu ces particularités. Et ce qui me semble vraiment apparaître comme quelque chose de fondamental, c'est l'hypersuggestibilité. Mario en a parlé tout à l'heure en disant que quand on suggère que les cendres ne sont pas chaudes, ben elles ne sont pas chaudes. Et on peut aussi lire certaines expériences qui démontrent exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'une pièce de monnaie, toute banale, toute froide, qui sort du porte-monnaie, chez un patient en état d'hypnose, si on lui suggère que cette pièce est brûlante, qu'elle sort du four, qu'on l'attrape avec des pinces en bois tellement elle est chaude, et que quand on va la mettre sur le dos de la main, il va sûrement y avoir une très grosse douleur et une brûlure qui va apparaître, et bien on est étonné de voir que c'est le cas. L'hypersuggestibilité, c'est une façon d'être influençable. Donc, quand je suis en état d'hypnose, si on me dit « Edwige, ce que tu fais c'est nul », je suis très malheureuse parce que, effectivement, je vais le croire. Je vais croire tout ce qu'on me raconte. Et l'hypersuggestibilité, en dehors des hypnoses de spectacle et des hypnoses de rue, où on n'est pas attentif à la sensibilité du patient ou de la personne qui est là, l'hypersuggestibilité est une mine immense de bénéfices pour le patient, car le thérapeute va s'attacher à lui donner des suggestions bénéfiques et qui sont bonnes pour lui. C'est ainsi que la guérison peut se faire. De la même façon, au bloc opératoire, je suggère que
Le patient va pouvoir aller protéger la région d'intervention, qu'il va pouvoir sentir les choses, et que plus les sensations seront fortes, et plus elles seront surprenantes, et même plus les sons seront stridents, et plus tout le corps va s'activer et protéger tout le bas du corps. Voilà. Et plus il sera protégé, et plus il sera immobile. Et les gens ne bougent pas du tout. Alors François Roustan, qui nous a été un petit peu présenté par Mario, il explique que dans la conscience critique est un mode de fonctionnement de notre cerveau qui est en fait une conscience restreinte, dans le sens où la conscience critique ne va nous donner accès qu'à un certain nombre de nos connaissances, et ce nombre est limité. Par opposition, dans l'hypnose, on a accès à une infinité de possibilités, de souvenirs d'apprentissage, de sensations, une infinité de potentiels qui vont être nos ressources et qui vont, de ce fait-là, nous permettre de voir les choses autrement, d'une façon beaucoup plus imagée, beaucoup plus souple et beaucoup plus utile aussi. Et François Roustan proposait que l'on nomme l'hypnose vigilance généralisée. Alors un petit tableau pour résumer et puis illustrer tout ça. Dans l'hypnose, on a une analgésie, et pas dans la conscience critique. Dans l'hypnose, on est indifférent à l'extérieur, alors que dans la conscience critique, on est adapté de façon continue à notre environnement. Dans l'hypnose, on a perdu l'esprit critique, bien sûr. Et dans l'esprit critique, on a des facultés de jugement, d'analyse, d'action, de contrôle. On réfléchit et on compare. On a une hypersuggestibilité dans la conscience hypnotique qui n'existe pas dans la conscience critique. L'amnésie est utile dans certains cas, suggérée par le thérapeute, ainsi que la distorsion du temps qui peut permettre soit de ressentir le temps comme très très long, ou à l'inverse, que le temps passe très vite, selon le contexte. Et pour résumer, pour faire vite, la conscience critique serait un mode de sécurité et l'hypnose serait une façon d'accéder à nos ressources. Et ainsi, on peut quand même être admiratif devant le fonctionnement de notre cerveau, comme quoi, quand j'ai besoin de comparer, de retenir, de me pencher sur une lecture compliquée et difficile, je me mets en mode de sécurité. Quand j'ai besoin d'élaborer un projet, de laisser venir des idées, de résoudre un conflit, de soigner mon mal au pied, je me mets en hypnose et pour avoir recours à mes ressources. Comment on induit une hypnose? Déjà, il faut, comme disait aussi Mario, il a fait une belle introduction. Merci Mario. Excuse-moi, je suis obligée de reprendre des éléments que tu as déjà énoncés. Motivation, coopération, confiance, c'est les trois piliers qui sont indispensables pour faire de l'hypnose avec un patient. Et lorsqu'il y a un patient qui est motivé, qui coopère, avec une relation de confiance, on va pouvoir faire une équipe. Et l'hypnose, c'est comme une équipe où on va aller ramer dans le même sens. Alors il y a une infinité de façons d'aider le patient à rentrer dans son état d'hypnose. Ça, c'est une des façons, c'est lui suggérer de focaliser toute son attention sur un objet. Ça peut être un petit point brillant au plafond, ça peut être sur le son du frigo, ça peut être, vous voyez bien, une multitude de choses. Là, je lui suggérais de
de se concentrer très attentivement sur les sensations qu'il ressentait dans sa main. Donc ça s'appelle la catalepsie. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et il y a une multitude de façons de rentrer dans l'hypnose. Et ça peut se faire comme ça, de façon quasiment instantanée, en 0,4 secondes, comme disait Gaston Bourseau. Ça peut aussi prendre beaucoup plus de temps. Alors, Mario a déjà ébauché les petits cas particuliers qui me tenaient à cœur, notamment la transe négative. C'est une façon de mettre l'accent sur le fait que l'hypnose, c'est pas toujours quelque chose de rose avec des petites fleurs et des petits anges qui battent des ailes. Ça peut être douloureux et compliqué, comme dans la transe négative. La transe négative, c'est quand un patient est choqué par une douleur, par exemple, brutale, ou une douleur morale, il va rentrer dans une transe négative. C'est une douleur qui l'envahit complètement et qui ne lui permet plus d'avoir du recul vis-à-vis des événements. L'hypnose de rue, on a déjà vu avec ses dangers, dans le sens où l'hypnotiseur dans la rue va choisir parmi un groupe d'adolescents, comme on le voit souvent sur les vidéos, où il va choisir celui qui est le plus suggestible, c'est-à-dire qui est le plus influençable. Et peut-être, c'est pas toujours le cas, heureusement, peut-être que ce jeune qui va se faire moquer de lui par les copains, c'est peut-être quelqu'un qui est sensible et peut-être quelqu'un qui a une pathologie quelconque sous-jacente et qui peut décompenser à cette occasion-là. L'auto-hypnose, c'est une façon de faire l'hypnose tout seul, comme son nom l'indique, et qui va aller prolonger l'effet thérapeutique d'une séance et lui donner toute son ampleur. L'auto-hypnose sert est beaucoup enseignée dans le cadre des douleurs chroniques, notamment. Aussi pour les dames qui vont accoucher, c'est utile. Et pour les préparations aux interventions. Et c'est aussi utilisé dans un cadre qui déborde un petit peu notre sujet, dans le sens où on enseigne l'auto-hypnose dans les milieux sportifs pour préparer aux compétitions, pour adapter les gestes précisément à ce qui va être fait, et notamment aussi dans le cadre de la création artistique pour développer la créativité. Donc j'aborde le deuxième chapitre, quelles sont les indications thérapeutiques de l'hypnose. On va commencer par la douleur aiguë qui est illustrée par le contexte opératoire. Mais ça peut être aussi tout ce qui se passe au SAMU, dans les services d'urgence, dans les maternités, chez les dentistes aussi. Et Madame Fémonville est chef de service en anesthésie à Liège, en Belgique, et qui a énormément travaillé pour développer l'hypnose dans le contexte de l'anesthésie. Et on lui doit, j'allais dire une fière chandelle, mais en fait c'est un peu ça. Elle a fait beaucoup de recherches sur l'hypnose et elle a développé une technique qui réunit à la fois l'hypnose et une sédation intraveineuse avec un petit peu de morphine qui passe dans la perfusion du patient. Et là, en fait, avant de passer à la diapositive suivante, Madame de Fémonville a démontré par des études extrêmement sérieuses et rigoureuses que lorsque le patient a une anesthésie avec de l'hypnose, tous les effets secondaires sont diminués. Il a moins de douleurs post-opératoires, il a moins de nausées, moins de vomissements et il est moins fatigué. Tout cela concourt à diminuer la durée de l'hospitalisation et aussi à la satisfaction du patient. Les gens sont heureux d'avoir pu participer à leur intervention et de se sentir actifs dans leur guérison. Là, c'est aussi une étude que j'ai empruntée à Madame de Fémonville qui démontre que l'hypnose a une action directe sur la douleur. Elle va avoir des actions indirectes, mais aussi cette action directe. Donc,
dans la ligne verticale, excusez-moi, c'est un petit peu flou. Dans la ligne verticale, de 0 à 8, en bas 0, en haut 8, c'est l'échelle EVA, échelle visuelle analogique, qui mesure la douleur dans 3 groupes, rouge, bleu et jaune. 3 groupes à qui on a infligé une douleur en faisant tremper la main dans de l'eau chaude, extrêmement chaude, presque brûlante, à tel point que le groupe bleu, à qui on n'a donné aucune consigne, évalue sa douleur à 7. 7, c'est une douleur intense où on réfléchit même pas quand on est à l'hôpital, on commence à vous donner de la morphine quand vous dites que vous avez tellement mal que vous évaluez votre douleur à 7. Donc une douleur intense. En rouge, on avait demandé au groupe de volontaires d'imaginer un souvenir et de se remémorer un souvenir agréable, peut-être les vacances ou ce qu'ils veulent. Et il avait cette consigne de suivre ses souvenirs. Et là, les patients, enfin les personnes volontaires qui avaient cette consigne évaluaient leur douleur à 6. Donc, quand on pense à un truc agréable et qu'on veut faire une distraction de la douleur, on diminue un tout petit peu la douleur qui passe de 7 à 6. Et en jaune, le groupe hypnose avait bénéficié d'une séance d'hypnose au moment avant et au moment où on mettait la main dans l'eau brûlante. Et ils avaient leur imaginaire qui partait ailleurs avec toutes sortes d'images et de pensées qui envahissaient leur esprit de façon très agréable et qui ne contrôlaient pas du tout leur façon de contrôler ça. Il n'y avait pas de contrôle. Et là, le groupe hypnose évalue sa douleur à 3. 3, pour resituer, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable et on peut très bien ne pas prendre de médicaments. C'est une douleur qui est supportable. Donc ça illustre bien comment l'hypnose a un effet antalgique en soi-même. Et aussi la différence, parce que souvent les gens me disent « Oui, tu parles dans l'oreille du patient, mais en fait tu le distrais. » Ah non, c'est pas de la distraction. Et là, on en a une preuve. Et donc c'est pour ça que Madame Frémonville a énormément œuvré pour démontrer comme quoi l'hypnose n'est pas de la distraction. D'ailleurs, on l'a vu aussi avec les imageries cérébrales montrées par Mario. L'imagerie démontre qu'il se passe des choses vraiment d'une façon organique et concrète au moment de l'hypnose. Alors, l'hypnose a des indications multiples. Mario nous a montré la liste et on ne va pas faire une élaboration avec une énumération qui n'a pas tellement d'intérêt car ça touche tous les domaines. Maintenant, tous les psychologues commencent à se demander s'ils ne vont pas se former à l'hypnose si ce n'est pas déjà fait. Pour soigner, que ce soit les angoisses, les névroses, les dépressions, les addictions, les troubles du comportement alimentaire, etc. Et de même que les douleurs chroniques aussi. Comment s'y retrouver au milieu de tout ça? Parce que pourquoi ne pas dire, bah oui, j'ai une hypertension qui débute, je vais me soigner avec de l'hypnose. Après, on peut démarrer dans des suppositions qui ne sont pas souhaitables. Et dans ce contexte, l'INSERM a fait une étude tout à fait sérieuse et scientifique il y a 2 ans pour évaluer l'efficacité de l'hypnose. Et là, ils se sont heurtés à un autre genre de difficulté, c'est-à-dire que les articles qui parlent de l'hypnose ne sont déjà pas toujours d'une très bonne qualité. Donc ils ont fait un travail pour trier tout ça. Et ils en sont arrivés à sélectionner 50 études d'une valeur scientifique bien solide. Et la difficulté a été que comment savoir dans l'étude comment le thérapeute a été formé, est-ce qu'il fait vraiment de l'hypnose ou est-ce qu'il fait du blabla ou est-ce qu'il fait semblant, est-ce que le patient il est bien dedans ou pas. Et là,
il n'y a pas beaucoup de choses rationnelles à quoi se raccrocher, donc ça a rendu encore plus difficile cette tentative de rationaliser quelque chose qui n'est pas rationnel. En plus, la difficulté, c'est que comment aller créer un groupe contrôle avec de l'hypnose. Vous n'allez pas dire, nous, dans ce groupe-là, on fait l'hypnose, et puis vous, on ne fait pas l'hypnose. Il n'y a pas de contrôle, ça ne peut pas être d'une façon tout à fait... en médecine, on dit en double aveugle, c'est-à-dire que le patient ne sait pas quel traitement il a. Donc on se heurte vraiment à des études. J'ai presque fini. Et malgré les difficultés, ils ont quand même réussi à tirer 3 bénéfices tout à fait scientifiquement prouvés, avec toutes sortes de preuves. L'intérêt en anesthésie, on l'a déjà vu tout à l'heure. Le syndrome du côlon irritable, qui d'une façon tout à fait significative trouve un bénéfice grâce à l'hypnose. Et aussi, ils ont bien établi que le traitement avec de l'hypnose ne provoque aucun effet indésirable grave. On peut s'appuyer sur certaines choses solides. Alors, en conclusion, j'aurais pu dire que l'hypnose est une technique en pleine expansion, ce qui est vrai, qu'il y a du travail pour les gens qui veulent faire de la recherche, ce qui est vrai, et que mon souhait, ça serait que maintenant qu'on a mis l'hypnose à la faculté, ici, pourquoi pas enseigner l'hypnose à l'école, ce qui permettrait aux enfants de leur donner un moyen de résoudre leurs difficultés de vie, et aussi d'arrêter de se laisser embobiner par les hypnotiseurs de tout poil. Et je préfère laisser la parole à Antoine Bouvard, ou Bioy, je ne sais pas trop comment on prononce, qui est une grande figure de l'hypnose actuelle. Et il dit l'hypnose n'est pas à l'image d'un médicament qui est actif ou pas actif. L'hypnose est avant tout une invitation à vivre une expérience nouvelle en lien avec une souffrance donnée, afin de l'envisager et de la vivre autrement. Donc là, j'ai mes sources, mais bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Les autres, voilà. On va laisser la place au docteur Barmaki qui va nous faire une petite séance. Alors, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ne veulent absolument pas faire la tentative? Ou tout le monde a envie de jouer le jeu? Deuxième petite recommandation, est-ce que les personnes qui sont debout pourraient éventuellement se rapprocher, s'éparpiller un tout petit peu pour s'asseoir? Ça m'arrangerait. Et la troisième recommandation d'ordre général, mesdames et messieurs, la recommandation d'ordre général, n'oubliez pas de remettre votre téléphone portable en marche quand vous sortirez tout à l'heure. Est-ce que je suis audible? Est-ce que comme ça je suis audible aussi? D'accord, on va faire comme ça. Je vais vous proposer le test d'hypnose le plus ancien qui puisse exister et qui va toucher 2 canaux sensoriels chez vous, l'auditif et le kinétique. Un tiers d'entre vous sera très sensible, un tiers d'entre vous moyennement sensible, un tiers d'entre vous pas du tout sensible. À cette approche-là, comme on l'a dit tout à l'heure, si on change de méthode, on aurait pu afficher une petite induction visuelle. Je vous rappelle un tout petit peu le déroulé d'une séance d'hypnose très rapidement. La dissociation, l'induction, la transhypnotique, la réassociation. Aujourd'hui, on ne va pas faire de travail sous hypnose, parce que ça serait illusoire de pouvoir faire un travail de groupe, pour des raisons maintenant qui vous semblent évidentes. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un coup d'épée dans l'eau. On va juste vous faire découvrir, pour ceux qui le voudront, qu'est-ce que c'est qu'un état de transhypnotique, mais sans rien faire derrière. Donc il n'y aura pas d'indication particulière. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce test. Une fois qu'on aura fait ce test-là, s'il y aura des volontaires à ce moment-là, on les fera venir jusqu'ici. On en prendra 5, 6, pas plus.
pour des raisons de commodité pratique et de temps. Et à partir de là, je ferai juste la petite démonstration que si on est capable de faire un certain nombre de choses qui n'ont aucun intérêt thérapeutique, on peut bien le faire pour un intérêt thérapeutique. En tout cas, ça montrera à l'envers, par l'absurde, que l'on peut faire des choses. Mais en tout cas, en aucun cas, nous sommes filmés, il n'y a aucun cas, personne d'entre vous ne fera des choses ridicules, rédhibitoires, contraires à la morale et à l'ordre général en particulier. Je vais vous proposer, s'il vous plaît, pour ceux qui le veulent, alors personne ne m'a répondu s'il ne voulait absolument pas. Magnifique. Juste pendant quelques secondes, je vais essayer de parler un tout petit peu plus fort, comme ça j'ai un peu les mains libres. Je m'appelle Mario, il faut que je parle avec les mains. Je vais vous demander de croiser vos mains en face de vos yeux, s'il vous plaît. Vous allez croiser vos mains en face de vos yeux, et ce que vous allez faire pendant les secondes qui vont venir, vous allez écarter vos index. Vous allez les écarter, vous allez laisser quelques centimètres entre vos index, et vous allez regarder vos doigts. À partir de maintenant, je ne vais plus parler à vos conscients, je vais parler à vos inconscients. Et c'est eux qui vont prendre la main. Et dans les secondes qui vont venir, vous allez sentir que vos deux doigts vont devenir de plus en plus magnétiques, se rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux. Se rapprocher très très vite, pour se coller l'un contre l'autre, alors que vous n'allez rien contrôler, vous allez laisser faire votre corps, les doigts vont se rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux, jusqu'à se coller complètement, totalement, fusionner l'un contre l'autre, de plus en plus et de mieux en mieux. Je vais peut-être éventuellement faire une chose, je vais mettre une petite vis invisible entre vos deux doigts, que je vais serrer, serrer, serrer très très fort, et de plus en plus, de mieux en mieux, il y a des doigts qui sont totalement serrés, complètement serrés, de plus en plus serrés, fusionner l'un contre l'autre, de plus en plus et de mieux en mieux. Vous allez continuer à regarder vos doigts, et dans les secondes qui vont venir, ça marche. dans les secondes qui vont venir, vous allez continuer à regarder vos doigts. Et vous allez sentir, au bout de quelques secondes, que vos paupières deviennent lourdes. Et pourtant, vous n'allez pas fermer les yeux, parce qu'il va falloir lutter. Vous allez sentir que vos doigts deviennent de plus en plus lourds. Et que vos paupières deviennent de plus en plus lourdes. Et les paupières vont commencer à tomber petit à petit. Et vous allez résister encore, jusqu'au décompte de 3. Et quand je compterai jusqu'à 3, vous vous laisserez complètement plonger à l'intérieur de vous-même et plonger dans un sommeil très, 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 très profond. Et il vous sera impossible de décoller vos doigts tout à l'heure. Je vais compter jusqu'à 3 et au décompte de 3, vous allez pouvoir plonger à l'intérieur de vous-même de plus en plus, de mieux en mieux. Vos paupières sont très, très lourdes. 1, 2 et 3 maintenant. Et les têtes se penchent de plus en plus, de mieux en mieux. Et vous plongez à l'intérieur de vous-même de plus en plus et de mieux en mieux. Et vous dormez de plus en plus et de mieux en mieux. Vos paupières sont très très lourdes. Et vous vous laissez simplement voyager au gré d'un très 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 joli voyage, au gré de votre respiration. Sur le rythme respiratoire, simplement sur ce balancier que fait la cage thoracique à chaque inspiration et à chaque expiration. Et vous vous sentez bien, très détendu, merveilleusement bien décontracté. Je vais maintenant recompter jusqu'à 3. À 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Mais par contre, vos doigts seront inséparables. 1, 2 et 3. Vous pouvez ouvrir les yeux. J'aimerais savoir, juste parmi vous, quels sont ceux et celles qui ont les doigts collés et qui n'arrivent pas à se décoller. Très bien. Est-ce que ces personnes voudront bien venir jusqu'ici pour qu'on les décolle ? Encore une fois, juste pour une information comme ça très très courte, on aurait changé de méthode, eh bien il y aurait eu une autre type de réponse. Donc c'est pas forcément que vous n'êtes pas sensible. Est-ce que tout le monde se sent bien dans l'assistance là ? Oh, parfait. Ça marche avec les filles. Ça marche avec les filles. Bien. Quelqu'un de masculin. Alors, encore votre concentration encore pendant quelques secondes. Parce que c'est pas tout à fait fini. Pourquoi est-ce que nous avons, à peu près 5 à 10%, parce que là nous avons... Avec des femmes. Non, il y a un monsieur aussi.
Nous avons effectivement nous avons des gens qui sont hyper suggestibles. Donc là, effectivement, on va pouvoir éventuellement faire quelque chose de beaucoup plus simple. Je vais maintenant compter jusqu'à 3. À 3, je vais claquer dans mes doigts. Quand je claquerai dans mes doigts, vous n'arrivez vraiment pas à les séparer? Voilà. Je vais compter jusqu'à 3 et je vais claquer dans mes doigts. Quand je claquerai dans mes doigts, vous allez pouvoir éventuellement libérer vos doigts complètement. 1, 2 et 3. Un, 2 et 3. Complètement. Est-ce que tout le monde est libre? Très bien, je vais vous garder 2 petites secondes. C'est envie? Non. Non. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on appelle... Alors, il y a des méthodes d'induction qui peuvent être... Normalement, on peut prendre jusqu'à 20-25 minutes pour faire une induction. C'est la méthode classique. Et on peut faire une induction qui est super rapide. On peut préjuger que les personnes qui sont derrière moi sont particulièrement bien suggestibles. Donc on pourrait éventuellement faire de l'hypnose très rapide. Je vais commencer par vous. Ah non, il y aura rien de dit parce qu'on n'a pas d'heure. Je vais vous fixer vos pieds par terre, virtuellement, comme ça vous ne risquez absolument pas de tomber. Ils sont vissés par terre complètement. Je prends votre main. Voilà, vous allez complètement vous relâcher. Vous allez me regarder, juste simplement dans les yeux. Dans les secondes qui vont venir, je vais faire juste une chose. Je vais tirer sur votre bras. Quand je vais tirer sur votre bras, vous allez simplement vous laisser complètement plonger pour retourner dans l'état dans lequel vous étiez tout à l'heure. Simplement, en tirant sur votre bras. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez vous laisser complètement relâcher, complètement détendre, de plus en plus, et de mieux en mieux. 1, 2, 3. Fermez les yeux et plongez, comptez de plus en plus et de mieux en mieux. Et vous plongez complètement, profondément, de plus en plus et de mieux en mieux. Vous laissez complètement plonger et vous allez pouvoir rester tranquillement, sereinement dans cet état-là. Vous allez plonger et quand je reviendrai vers vous tout à l'heure, vous allez garder cette... Vous allez pouvoir juste monter un tout petit peu la tête pour ne pas avoir mal au cou et vous allez simplement vous relâcher, vous détendre et vous allez rester comme ça. D'ailleurs, regardez, je vais faire une chose, je vais vous visser les pieds aussi. Vous allez regarder ma main, regardez simplement ma main. Je vais toucher votre front. Quand je vais toucher votre front, vous allez vous endormir tranquillement, sereinement, de plus en plus, de mieux en mieux. Simplement, regardez ma main. De plus en plus, de mieux en mieux. Je vais toucher votre front. 1, 2. Plongez complètement. De plus en plus, de mieux en mieux. Vous allez plonger. À l'intérieur de vous, vous êtes tellement bien. Merveilleusement bien détendu, totalement décontracté, de plus en plus et de mieux en mieux. De plus en plus et de mieux en mieux. Et vous êtes tellement bien. Je vais revenir vers vous, vous allez juste rester pendant les secondes qui vont venir, pendant les minutes qui vont venir, vous allez être très tranquillement, sereinement à l'intérieur. Les pieds vissés par terre, vous ne risquez absolument pas de tomber. Je vais prendre votre main, je vais tirer sur votre bras, vous allez juste vous relâcher, vous allez respirer un tout petit peu plus lent, tranquillement, sereinement, de plus en plus et de mieux en mieux. Je vais complètement tirer sur votre bras en comptant jusqu'à 3. Relâchez-vous, détendez-vous. Et au décompte de 2, 3, vous allez pouvoir plonger à l'intérieur de vous-même, tranquillement, sereinement. 1, 2, de plus en plus, et de mieux en mieux, vous endormez profondément. Et longtemps que vous êtes pas senti aussi bien, vous êtes tellement bien détendu, merveilleusement bien décontracté, de plus en plus et de mieux en mieux. De plus en plus et de mieux en mieux, vous allez relâcher totalement détendu, complètement. Alors on essaie de faire vite ou doucement? On va faire vite. Allez, 1, 2, 3. On va faire doucement. On va compter jusqu'à 3. Regardez maintenant. 1, 2. Plonge. Non, pas encore. En votre main, vous allez relâcher. Elles sont vissées par terre, parce qu'il n'y a absolument pas de tombe. Et vous allez tranquillement. Quand je vais tirer sur votre bras, vous allez vous endormir tranquillement, sereinement. 1, 2. Bon. Longtemps que vous n'êtes pas senti aussi bien. Très longtemps que vous n'êtes pas senti aussi bien, vous allez rester, vous allez garder votre équilibre, vous êtes parfaitement bien, totalement détendu. On réessaye encore une fois. Regardez. 1, 2, regardez-moi tranquillement, sereinement, de plus en plus de plus. 1, 2, 2. Voilà. Parfaitement endormi. Gardez bien votre équilibre. Simplement, en relâchant, je vais toucher simplement ton front. Regardez ce là, tranquillement, sereinement, de plus en plus, de mieux en mieux, sereinement. Totalement endormi, merveilleusement bien décontracté, totalement détendu. Il va se passer quelque chose, c'est que vous allez imaginer chacune un endroit particulier que vous aimez bien.
Un endroit qui vous rassure, un endroit dans lequel vous aimeriez par-dessus tout être en ce moment. Cet endroit, ça peut être le bord de la mer, ça peut être la montagne, ça peut être un endroit n'importe lequel. Et plus vous allez plonger dans cet endroit, plus vous allez le recréer avec du détail, avec un maximum de détails, il est possible que votre main droite et votre main gauche nous servent de jauge. Elle va se soulever comme si c'était un aimant puissant qui la soulevait vers le haut. Elle va se soulever tranquillement et sereinement. Ça peut être la main droite ou la main gauche, ou même peut-être que les deux. Ne les contrôlez pas, ne le répétez pas, laissez-la simplement faire. Et plus vous allez être dans cet endroit-là, plus votre main droite ou votre main gauche va se soulever davantage, de plus en plus et de mieux en mieux. Et vous allez être tellement bien détendu, merveilleusement bien décontracté dans cet endroit, vous êtes merveilleusement bien, totalement détendu, merveilleusement bien décontracté. Totalement détendu. Il est possible que votre main droite ou votre main gauche se sente tellement relâchée, merveilleusement bien détendue, totalement décontractée, se soulève, comme s'il y avait des milliers de petits ballons d'hélium qui étaient accrochés dessus. Et plus vous arrivez dans cet endroit, plus la main se soulève, plus vous êtes dans cet endroit absolument extraordinaire qui vous relâche, qui vous détend et qui vous rend absolument heureuse et détendue. Maintenant, je vais m'adresser 2 secondes au public. Voilà pourquoi on ne peut pas faire un truc de groupe, parce que finalement, tout le monde n'a pas la même vitesse d'avancée. Et on ne pourra pas faire un travail unique, parce que de toute façon, le retour de ce travail ne sera pas le même à tous les moments. Donc en tout cas, tout le monde est bien détendu, bien décontracté. C'est une hypnose. Je vais maintenant demander à votre bras, je vais prendre ce bras par exemple, et il va devenir totalement rigide. Totalement, un bras en plomb. Personne ne pourra le plier. Rien, mais personne ne pourra le plier. Totalement, même pas vous. Le bras est catatonique complètement. C'est un bloc de béton. Impossible de pouvoir le plier. Le bras aussi devient rigide, totalement impossible. Personne ne peut le plier. Il devient totalement rude. Difficile, dur, impossible de pouvoir le plier. Un bras totalement dur. Un tuyau de plomb. Personne ne pourra le plier. Même moi, j'essaie de le plier. Je n'y arrive pas. Un bras sur lequel je peux m'appuyer. Il deviendra rigide. Totalement rigide. Totalement rigide. Un bras complètement rigide. Impossible de pouvoir le plier. Impossible de le plier. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut suggérer? Si on était par exemple dans un bloc opératoire, on pourrait suggérer que la main soit totalement anesthésiée, pour un point de suture, pour un geste antalgique. On pourrait imaginer dans cet état-là, si on est capable de faire ça, on peut faire beaucoup de choses qui permettent de pouvoir retrouver le niveau de confort et gérer le symptôme qui est embêtant. Je vais maintenant faire une chose pour pouvoir vous libérer à l'heure dite. Je vais maintenant compter jusqu'à 3. Et chacune d'entre vous va garder cet état de détente, de décontraction. Les 4 personnes qui ont le bras en tuyau de plomb, quand elle se réveillera tout à l'heure, restera dans cet état-là, elle ne pourra le débloquer que lorsque je viendrai la toucher en claquant des doigts. Mais vous serez remplies toutes d'un niveau de sérénité, de détente, comme si vous veniez de passer un mois de vacances et vous rentrez dans un endroit idéal et vous venez de vous réveiller ce matin. Vous vous sentirez tellement bien, merveilleusement bien détendu, totalement décontracté. Au décompte de 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Par contre, les bras resteront impliables jusqu'à ce que je puisse venir toucher le bras et claquer des doigts. 1, 2 et 3. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et vous êtes tellement bien, merveilleusement bien détendu, totalement décontracté. Comment il va ce bras? Un peu lourd. Et le vôtre? Comment ça? Donc, ouf. Pas mal? Ça va? Impeccable. Bien. Bonne journée. Complètement. Non, on ne peut pas faire le chant de Lyon, quoi. Complètement. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Vous pouvez être fiers de vous, parce que nous, on est fiers de vous.